Ok, l'histoire de soi. On va commencer par un exemple. Je raconte mon histoire, dit Malala Yousafzai, non pas parce qu'elle est unique, mais parce que c'est l'histoire de nombreuses filles. Je suis né à Mingora, au Pakistan, le 12 juillet 1997. Accueillir une petite fille n'est pas toujours un motif de célébration au Pakistan, mais mon père, Ziauddin Yousafzai, était déterminé à me donner toutes les opportunités qu'un garçon aurait. Mon père était enseignant et dirigeait une école de filles dans notre village. J'ai adoré l'école. Mais tout a changé lorsque les talibans ont pris le contrôle de notre vie dans la vallée de Swat. Les extrémistes ont interdit de nombreuses choses, comme posséder une télévision ou jouer de la musique, et ont imposé de sévères sanctions à ceux qui défiaient leurs ordres. Ils ont dit que les filles ne pouvaient plus aller à l'école. Même étant une jeune fille, je ne pouvais pas accepter cela. J'ai choisi de parler publiquement au nom des filles et de notre droit d'apprendre. Et cela a fait de moi une cible. En octobre 2012, alors que je rentrais de l'école, un homme armé, masqué, est monté à bord de mon bus scolaire et m'a demandé qui est Malala. Il m'a tiré une balle sur le côté gauche de ma tête. Je me suis réveillé 10 jours plus tard dans un hôpital de Birmingham, en Angleterre. Les médecins et les infirmières m'ont parlé de l'attaque et du fait que les gens du monde entier priaient pour mon rétablissement. Après des mois d'opération et de rééducation, j'ai rejoint ma famille dans notre nouvelle maison au Royaume-Uni. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais un choix. Je pouvais vivre une vie tranquille, ou je pouvais profiter au maximum de cette nouvelle vie qui m'avait été donnée. J'ai décidé de continuer mon combat jusqu'à ce que toutes les filles puissent aller à l'école. Avec mon père, qui a toujours été mon allié et mon inspiration, j'ai créé Malala Fund, une organisation caritative dédiée à donner à chaque fille la possibilité de réaliser l'avenir de son choix. En reconnaissance de notre travail, j'ai reçu le prix Nobel de la paix en décembre 2014 et je suis devenu le plus jeune lauréat du prix Nobel. J'ai commencé à étudier la philosophie, la politique et l'économie à l'université d'Oxford. Et chaque jour, je me bats pour que toutes les filles reçoivent 12 ans d'éducation gratuite, sûre et de qualité. Je voyage dans de nombreux pays pour rencontrer des filles qui luttent contre la pauvreté, les guerres, le mariage des enfants et la discrimination sexuelle pour aller à l'école. Malala Fund œuvre pour que leurs histoires, comme la mienne, puissent être entendues dans le monde entier. Avec plus de 130 millions de filles non scolarisées aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire. J'espère que vous vous joindrez à mon combat pour l'éducation et l'égalité. Ensemble, nous pouvons créer un monde où toutes les filles peuvent apprendre et s'épanouir. Et vous pouvez voir son site web, malalastory.org. Donc, analysons l'histoire de soi de Malala avec cette grille de lecture qui nous est donnée par Public Narrative. Donc d'abord, elle dramatise le défi qui était l'arrivée des talibans dans sa vallée de Swat, qui cherchait à exclure les filles de l'école, et parce qu'elle a milité pour ce droit d'aller à l'école, il tire une balle dans sa tête. Donc, quel plus grand défi on peut imaginer. Et elle présente également un choix. Devrait-elle vivre une vie tranquille au Royaume-Uni? Elle a bien mérité, après tout ce qu'elle a souffert. Mais avec le soutien de son père Ziauddin et de ses amis, de ses alliés du monde entier, elle décide de créer le Malala Fund. Résultat, 47 millions de dollars investis dans 9 pays pour maintenir les filles à l'école. Son réseau des champions de l'éducation est maintenant comprend 102 membres, personnes formées pour faciliter ces mouvements de plaidoyer pour les filles. Et ce réseau, le réseau de Malala Fund, a facilité la réinstallation de 200 militants afghans au moment où les talibans a repris le pouvoir dans le pays. Et bien sûr, Malala elle-même, elle a reçu le prix Nobel de la paix pour mettre en lumière, qui a servi de mettre en lumière les actions de ce réseau. Quelle est la moralité de son histoire de soi? On peut résumer chacun de notre façon, mais moi je peux résumer ça comme avec du courage et du soutien mutuel,
nous pouvons tous devenir des leaders du changement systémique. Ok, ça c'est une histoire grande et inspirante. Moi, je vous donne un exemple un peu plus personnel et peut-être plus court, moins grandiose. Donc, dans la campagne Obama, de faire des caravanes de notre État, qui n'était pas un État prioritaire pour la campagne, jusqu'aux États qui étaient vraiment des swing states, des zones clés. Et pendant les primaires, c'était en mars 2008, l'État, un des États décisifs dans les primaires entre Obama et Hillary Clinton était l'État de Pennsylvanie, qui était à 2 heures de route de là où on vivait en Connecticut. Et pour organiser une journée de porte-à-porte en Pennsylvanie, il fallait faire beaucoup de logistique, d'organiser le matériel, les t-shirts, les collants, les stylos, etc. Et le jour où j'étais prêt de mobiliser toutes mes troupes pour aller en Pennsylvanie, ce samedi matin, il faisait très froid. Je me suis réveillé et j'avais une fièvre vraiment de dingue. C'était 40-41 degrés de fièvre. Et c'est peut-être un peu le burn-out après tant de semaines et de mois de faire campagne. Et un de mes bénévoles, Laura, qui est cette femme blonde derrière moi dans la photo là, elle n'avait jamais fait une campagne électorale, ni pour président, ni pour conseil municipal. C'était sa toute première campagne électorale. Et elle m'a appelé pour checker si je venais au grand parking. On aurait dû se rassembler pour aller en Pennsylvanie. Et je dis, Laura, je suis malade, je ne sais pas quoi faire, si je dois annuler le truc. Elle a dit, non, t'inquiète pas, moi je m'occupe de tout. Et je me suis dit à ce moment, est-ce que je dois faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais fait campagne auparavant, de vraiment prendre en main tous ces aspects logistiques, etc. J'avais vu Laura sur le terrain, elle avait l'air très organisée, mais c'était un grand rôle pour quelqu'un qui n'avait jamais organisé ça. Donc, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai dit, ok Laura, c'est toi qui gères aujourd'hui. Et donc, elle est venue chez moi pour récupérer tout le matériel, etc. Elle est venue au parking, elle a fait un speech devant une centaine de bénévoles, dans une dizaine de voitures, voici le grande mission pour aujourd'hui, d'aller ensemble, d'organiser la logistique. Et après cette fin de cette journée de porte-à-porte en Pennsylvanie, elle est revenue avec 3 autres bénévoles et ils sont revenus chez moi avec une grande soupe au poulet épicée pour fêter ce qu'ils ont réussi à faire cette journée, pour aussi soigner pour la personne qui avait dû occuper de eux. Et c'était un moment phare aussi dans mon chemin pour lâcher prise et de laisser l'espace pour une autre personne pour cultiver son leadership. Donc, petite histoire de soi qui illumine peut-être pourquoi pour moi ce modèle leadership est important. On avait ce défi de mon fièvre, mon choix de lâcher prise, de laisser Laura prendre le lead, et le résultat est sa moralité. Donc voici une petite histoire de soi qui pour moi est quelque chose auquel je pense à chaque fois que nouveaux membres d'équipe viennent. Peut-être il y a toujours un risque de déléguer, mais voici les résultats aussi possibles. Ok, donc pour notre séance présentielle, on va construire on va raconter chacun et chacune une histoire de soi. Et vous pouvez réfléchir à un moment dans votre chemin professionnel ou même personnel, un moment éprouvant, une crise, une tâche compliquée et stressante. Pourquoi c'était un tel défi? Pourquoi avez-vous senti que c'était un défi? Qu'est-ce qui était si difficile et pourquoi c'était un défi important pour vous? Le moment de choix dans l'histoire, c'est un moment de ralentissement. On ralentit pour expliquer quelles étaient les alternatives. J'aurais pu faire ça, mais en fait, j'ai décidé de faire ça. Quels étaient les risques de ne rien faire ou de prendre le mauvais choix? Et d'où
pour vous venait la motivation de prendre le choix que vous avez fait. Et la troisième partie, le résultat et la moralité. Qu'est-ce qui vous est arrivé par la suite? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? En quoi cette histoire fait partie de votre identité? En quoi ce moment phare vous a marqué? Donc une histoire de soi, c'est pas l'histoire de votre biographie. Non, c'est une histoire d'un choix. On a fait tellement de choix, mais il y a certains choix qui restent dans notre mémoire comme des choix importants qui ont manifesté certaines valeurs ou une expérience avec des leçons qu'on retient jusqu'à aujourd'hui. Pour le défi, quelques bonnes pratiques. On cherche dans les premiers moments de l'histoire de peindre une image d'un lieu ou d'autres personnages, comme Malala a fait avec ses détails autour de sa vallée, son père, son école. Le choix où on ralentit pour évoquer un peu les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moment de dialogue entre David et le roi, par exemple, où on voit, il a froncé ses sourcils, il a mettre l'armure du roi. On voit un peu, instant en instant, qu'est-ce qui se passe dans la scène. Et on cherche dans ces moments de choix de comprendre qu'est-ce qui vous a donné la force ou l'inspiration pour faire le choix, pour prendre le chemin que vous avez pris dans cette situation. Le résultat, assez simple, de raconter l'impact de votre choix, soit positif ou négatif. Peut-être vous avez appris que votre choix n'était pas le bon, et c'est aussi une leçon importante. Et quel est l'apprentissage que vous voulez partager? Donc la moralité dans une phrase. Un concept que je trouve très intéressant dans cette construction de l'histoire, c'est le concept de studium et punctum. Dans son ouvrage Camera Lucida, en 1980, le philosophe Roland Barthes décrit comment on extrait du sens des images photographiques. Le studium, qui vient du latin attention ou zèle, donne le pourquoi de l'image. C'est l'ensemble des significations qui nous viennent de l'image dans son ensemble. Par exemple, cette image de Elizabeth Eckford, l'étudiante afro-américaine qui était parmi les premiers 7 à étudier à Little Rock Central High School en Arkansas en 1957, au moment où c'était que les Blancs qui avaient le droit d'assister à ces grandes écoles. Et on voit dans cette image un peu le chaos, cette foule, cette énergie un peu négative et cette jeune femme qui est au centre avec sa posture de défiance, son tenue correcte, sa fierté, etc. Et le punctum, c'est le détail blessant, personnellement touchant, qui établit une relation directe avec l'objet ou la personne qu'il contient. C'est le détail qui reste gravé dans la mémoire. Et ici, on voit cette bouche ouverte, cette cri, cette jeune femme blanche qui hurle sur Elizabeth Eckford et qui est dans cette image très célèbre de Civil Rights Movement, le punctum de cette photographe. Donc, pour construire un narratif inspirant, on peut appliquer ces concepts de studium et punctum en imaginant que le studium de notre histoire, on cherche un mood, des détails sur les principaux lieux et personnages de l'histoire. C'est ça qui crée un peu le mood, le studium qui capte l'attention. Et le punctum, ou des puncta, s'il y en a plusieurs, c'est un moment ou des moments dans l'intrigue qui évoquent cette émotion forte. Pour moi, le moment où le soupe au poulet est arrivé chez moi, c'est le moment qui a piqué dans mon mémoire. Le premier goût de cette soupe, qui était aussi le symbole d'une expérience réussite de mon équipe de la campagne Obama. Ou pour Malala, le punctum, ça peut être quand on dit qu'il tirait la balle sur le côté gauche de ma tête, ce détail, côté gauche de ma tête, où on s'est senti qu'on avait des neurones miroirs en nous qui étaient stimulés et qui aident cette histoire de coller dans la mémoire. Donc voici les concepts qui viennent de Roland Barthes que je trouve pertinents pour construire un narratif. Et enfin, on cherche que dans les histoires de soi, que à peu près 20% de l'histoire, il s'agit de 5 minutes ou 10 minutes, à peu près 20%, c'est pour donner le lieu, les personnages principaux et expliquer le défi de façon dramatique, et que la majorité de l'histoire, c'est au moment de choix, parce que c'est le moment de choix où on apprend
les valeurs, quelles valeurs sont manifestes dans ce choix, qu'est-ce qui vous a guidé de prendre les décisions que vous avez prises, et le dernier 20%, le résultat est la moralité. C'est-à-dire qu'on on cherche de vraiment approfondir les détails, le niveau de détail au moment de choix. Ok, tout ça pour cadrer l'exercice de l'histoire de soi. Bon courage.